Allez, nous sommes avec ce spectacle Living Cartoon Duet, c'est au Cinévox à 10h15. Bienvenue. Alors j'ai lu vos prénoms Camille et Sophie. Qui est Camille, qui est Sophie? Sophie, c'est moi. Sophie et Camille. C'est un concept assez original que vous nous proposez. Je vais vous laisser nous en parler. Dans l'image, on voit bien, hein, il y a le cartoon, le duet, on le comprend bien aussi. Et le living, c'est quoi? Alors le principe living, donc de l'anglais vivant, enfin, ça pourrait être alive aussi, mais ouais. Qui vit. Et donc on donne la vie à des cartoons. C'est-à-dire qu'on projette des cartoons des années 20 aux années 40 et on recrée toute la bande son en direct. Donc ça va de la musique au doublage et jusqu'au bruitage avec des petits instruments ou des objets de récupération qu'on a chez soi, ouais. Une râpe à fromage, un petit objet qui peut imiter des criquets. Enfin, on peut vraiment tout prendre et en fait tout devient un bruitage, quoi. Et vous êtes sur scène pendant combien de temps? 1h05. Pendant 1h05, donc si je comprends bien, il y a un écran, il y a du cartoon qui est diffusé, sans le son, et tout ce que le spectateur entend, c'est vous qui le faites en direct. Oui, c'est ça. Tout est fait en direct à vue sur scène. Donc moi je suis au piano, je fais la musique, parfois on chante aussi. Et les bruitages illustrent tout ce qui se passe à l'écran, mais deviennent aussi musique et se mêlent au rythme de ce que je fais au piano. Voilà. Et les voix sont doublées à la seconde près à ce que font les personnages. C'est extraordinaire. Vous diffusez donc ces cartoons qui sont des vrais cartoons qu'on pourrait retrouver finalement au hasard d'une zapette ou en changeant de chaîne. On peut éventuellement tomber sur ces cartoons, on est d'accord? Bah, pas tout à fait, parce qu'on prend vraiment des vieux cartoons qui sont parfois oubliés, par exemple Félix le chat. Est-ce que ça... Oui, complètement. Bah, du coup, nous, moi, avant de faire ce projet-là, Félix le chat, je connaissais pas, par exemple. Donc, en faisant des recherches de cartoons anciens, on est tombé sur un cartoon de 1919. Donc, il a 100 ans cette année, ce personnage-là, Félix le chat. Du coup, c'est vraiment des vieux cartoons qu'on trouverait même pas à la télé aujourd'hui, ou qu'on tomberait pas dessus comme ça. C'est vraiment... Donc, c'est un peu aussi une fierté de pouvoir amener des cartoons d'un autre temps, qui ont un autre rythme aussi, parce que tout ce qu'on voit à la télévision aujourd'hui, c'est très rapide. Très vite. Ça va très très vite. Et là, les cartoons qu'on présente, la plupart sont assez lents. Et ça marche tout aussi bien. Et par contre, je voulais juste dire, on fait pas ça pendant 1h05, sinon on serait super fatigué. Mais on replonge les spectateurs dans les studios d'animation du début du XXe siècle. Donc dans Hollywood qui bouillonne et le cinéma d'animation, il prend vraiment une ampleur. On est en quelle année là, pour la création de l'animation? Alors nous, on commence le spectacle en 1910 et c'est vraiment là où commence à devenir, le cinéma d'animation commence à devenir vraiment une industrie et qui du coup commence à prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'il y a des recherches techniques de plus en plus avancées. C'est vraiment en l'espace de quelques années, il y a des avancées technologiques au niveau de l'animation qui va de plus en plus loin. Et c'est vraiment Félix le chat qui va amener déjà un premier personnage très caractéristique avec une vraie identité, avec un personnage vraiment humain presque, un petit chat qui est humain. Puis ensuite on amène avec Walt Disney. Là il y a Walt Disney qui arrive et qui commence à tout bousculer dans les codes. Et après on va de plus en plus loin et on arrive jusqu'à Tex Avery en 1947. D'accord, 1911-1947, vous travaillez sur cette période-là. Donc le spectateur, lui, il se rend compte, il voit l'évolution des dessins animés. Et vous, derrière, que ce soit le dessin animé de 1911 ou celui de 1947, vous êtes là pour le rendre vivant, c'est ça? Oui, complètement. Les techniques que vous utilisez sont les mêmes pour le dessin animé de 1911 et pour celui de 1947? Les techniques sont les mêmes, les instruments sont les mêmes, mais après les styles musicaux
évolue suivant le cartoon qu'on est en train de faire, suivant l'atmosphère ou alors les actions, le rythme aussi, puisqu'il y en a qui sont beaucoup plus lents, les premiers sont beaucoup plus lents, les Félix, le Disney, etc. Et ensuite avec Tex Avery, ça s'accélère énormément, c'est ce qu'on raconte d'ailleurs pendant le spectacle. Comment vous avez fait pour avoir cette idée de vouloir présenter comme ça sur un festival d'Avignon le cartoon et de le faire comme ça en live sur scène? Alors moi c'est mon histoire préférée parce que j'en ai absolument pas eu l'idée de faire des cartoons comme ça et de venir avec ça au festival d'Avignon. En fait, moi je fais souvent des ciné-concerts classiques au piano avec les films muets. Ah d'accord. C'est parti de là en fait, et un jour on m'a demandé un film comme ça et on m'a imposé un thème qui était le thème de Don Quichotte. J'ai pas trouvé de film muet sur Don Quichotte, qui me plaisait en tout cas, et j'ai trouvé une animation. Et là, de là est venue l'idée de faire cette animation, c'était un Lucky Luke. Luke lui rencontre Don Quichotte dans le Texas, enfin bref, c'est une autre histoire. Et je me suis dit, mais ça serait super de le faire, la musique, etc., les bruitages du coup, mais il faudrait des comédiens pour faire les voix. Et j'ai appelé les comédiens du festival qui m'avaient demandé ce ciné-concert, et Sophie m'a dit, j'adore l'idée, je veux le faire et tout ça. Et en fait, de là est né le duo, le concept et le spectacle, parce qu'au départ, personne n'avait pensé à ça. Bah oui, complètement. Donc si je comprends bien, vous êtes musicienne, vous êtes derrière votre piano, hein, c'est un piano, c'est un clavier qui est sur scène, et vous travaillez avec la voix. Et les bruitages. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, un son Bah, des fois, je peux faire des trucs un peu comme ça. Et donc, il y a un lapin qui fait un peu comme ça. Petit Arsène. Et le chat qui est pas comme ça. Un peu comme ça, quoi. D'accord. Ça, c'est vraiment du doublage de cartoon, quoi. Ouais, C'est vraiment, et ça me fait marrer depuis très longtemps. Et ce projet-là, ça m'a laissé toute ma liberté de mettre tout ce qui me fait vraiment rigoler dans les voix, dans le travail de la voix. C'était votre première expérience pour ce genre de projet-là, ou est-ce que vous, en tant que voix, vous avez déjà travaillé sur d'autres projets? J'ai déjà travaillé sur quelques animations. Mais vraiment j'en ai fait que 2 à peu près, quoi. Mais c'est vraiment, je me suis pas formée là-dessus. Enfin, il y a des formations de doublage où on apprend ça, mais là je me suis dit que, enfin, c'est généralement comme ça que je travaille. J'aime bien faire les choses sur le tas, d'apprendre les choses sur le tas et de voir ce que ça donne. Et autour d'un projet qui est... Autour d'un projet qui me porte vraiment. Et ça, ce projet-là, il me porte beaucoup. Et c'est déjà là, j'ai un terrain de liberté en fait, et d'exploration de la voix. Et j'apprends encore à placer ma voix différemment. Ça doit être un sacré exercice quand même, non, de passer comme ça aussi rapidement de l'un à l'autre. On a reçu dernièrement Sandrine Alexis, qui est aussi au Vox, imitatrice. On parlait des cordes vocales, de la manière d'aller trouver rapidement une voix plutôt qu'une autre. Finalement, c'est aussi un petit peu le même métier. Ah, c'est clairement ça, c'est de trouver des placements qui ne sont pas les nôtres, parce que si je faisais le lapin comme je le fais moi avec ma propre voix, ça sortirait pas pareil. Déjà, ce serait pas hyper extraordinaire. Enfin, ce serait Sophie Lavallée qui fait un lapin, c'est super. Mais De trouver cette voix-là, comment est-ce que j'ai fait pour ça? il y a une espèce il y a même une corporalité que j'ai remarqué ça, quand on fait une voix, on devient aussi. Et ça doit être assez extraordinaire parce que finalement, une fois que vous avez trouvé cette voix, elle est identifiable avec le personnage de ce cartoon-là. Et en fait, vous n'avez pas la sensation des fois de donner vie finalement à cette petite créature, quoi. Ça doit être génial parce que finalement, chaque fois, ce personnage-là aura la même voix et c'est vous qui êtes à l'initiative de cette voix. Ça doit être assez émouvant, je trouve, non? Mais il y a quelqu'un du public qui nous a fait ce retour-là, c'est qu'on a l'impression qu'on pourrait avoir une conversation avec les personnages, vu qu'ils sont là, que la voix elle est physiquement là, qu'on voit le cartoon qui est projeté, mais qu'on entend chaque voix, qu'on pourrait presque se lever et venir parler à Félix le chat, Oswald the Lucky Rabbit, le chien dans Tex Avery, Betty Boop. Qu'est-ce qu'elle a comme voix, Betty Boop? Qu'est-ce que vous lui avez donné comme voix? C'est surtout c'est la chanson.
Eh oui. Mais ça, c'est a cappella. Mais déjà, on peut le faire, au pire, on peut le faire à deux voix. By me, beast to shame. Please let me explain. By me, beast to shame means that you're brave, but I try to explain. By me, beast to shame. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Merci beaucoup. C'est génial. On a parlé des voix. Vous avez aussi évoqué le principe du bruitage. Vous avez parlé de la râpe à fromage. Elle fait quoi la râpe à fromage? Là, à la voix, ça ferait un truc comme ça. Ah ouais. Et vous vous en servez pour faire quoi? Alors là, par exemple, la râpe à fromage, dans le Tex Avery, c'est comme une grosse brosse à dents qui brosse le chien. Elle sert aussi à un lever d'encre sur un bateau. Donc vraiment, Quand on tire, d'accord. comme ça. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que dans le cartoon, on connaît tout l'aspect burlesque, très drôle et rythmique. Mais évidemment, dans ces animations des années 20-30, il y avait un imaginaire et une poésie qu'on a complètement oublié. Et c'est aussi parfois dans la recherche des bruitages ou de la musique ce qu'on essaye de... Par exemple, le bruit d'encre, ça me fait penser à ça, parce que c'est une râpe à fromage quand même qui est très subtile. Elle a 4 faces, avec différents trous plus ou moins gros. Je vois. Où, évidemment, ça nous fait des sons complètement différents. Et des fois, on passe juste du temps à trouver quel est le bon son pour justement l'encre. Cette encre qui se râpe sur un bateau. On va encore passer quelques minutes avec vous, on va faire juste une petite pause musicale et on vous retrouve pour ce spectacle. C'est au Cinévox et l'heure c'est 10h15, Living Cartoon Duet. Allez, on termine avec Living Cartoon Duet. On va parler juste un petit peu de vous, de vos parcours. J'ai cru comprendre, Camille, oui, que vous étiez avant tout musicienne. Oui, je suis pianiste. Quelle formation? Alors, surtout classique. Pendant très longtemps, le conservatoire, etc. Et ensuite, j'avoue que j'ai un peu ouvert les vannes. C'est bien. Et que je suis allée essayer d'autres styles. Et surtout, j'avais très envie d'improviser. J'étais attirée par justement les films muets, l'improvisation sur les films. Donc je fais ça aussi. Et je suis tombée par hasard à Berlin où je vis dans des jams de swing. Je ne connaissais pas cette musique, le jazz New Orleans, etc., le ragtime. Et j'ai adoré ce style, donc je pratique ça aussi. Voilà, sinon j'ai plein de projets musicaux différents. C'est original d'accompagner comme ça en direct un film et d'être sur de l'improvisation, mais c'est-à-dire que en fait vous pouvez jouer 2 fois sur le même film et de manière totalement différente et de vous laisser aller à la... Ah oui, complètement, oui. C'est jamais la même chose. Même si on connaît le film, la structure du film, et peut-être on a des idées précises sur telle scène, quelle musique on voudrait mettre, ou quelle atmosphère, ou quel style, c'est tout le temps différent. Ça fonctionne comment? Vous êtes positionné où par rapport à l'écran? Bon, ça change tout le temps, ça dépend du lieu. Ça dépend de où est le piano par rapport à où est l'écran dans tel ou tel lieu. Vous avez les yeux fixés à l'écran? Oui. Ouais. Vous avez le film Ah oui, devant vous? moi je quitte pas le film des yeux. C'est comme ça que je me connecte à ce qui se passe. À ce qui se passe, ouais. Et vous, votre parcours? Moi, je suis comédienne. Ouais. Du coup, j'ai fait pas mal d'essais de formations différentes jusqu'à arriver à une formation qui me correspondait vraiment, le théâtre du mouvement. Donc c'est une pédagogie, la pédagogie de Jacques Lecoq, qui part du mime corporel et qui l'a adapté aux acteurs. Donc ce n'est pas du mime Marceau non plus, donc vraiment le mime comme on le connaît, mais c'est vraiment quelques techniques adaptées pour une technique de comédien. Et donc j'ai vraiment plus une formation de théâtre physique. Et j'avoue pour ce projet-là, par exemple, ça m'a beaucoup aidé parce que le physique, il n'est pas
il n'est pas juste dans le corps, il est partout. Enfin, il y a des notions dans des textes, on peut voir du mouvement dans un texte, on peut voir du mouvement partout, et dans une voix, par exemple, comment trouver une voix, il y a une physicalité à avoir aussi. Donc ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais, on évoquait avec vos camarades qui vous ont précédé sur ce plateau, on parlait des différences peut-être aussi de jeu, comme notamment ici chez nous en France où on est très attaché au texte et où finalement je dirais que presque l'intérêt premier serait de faire d'être le meilleur lien entre l'auteur et le spectateur au travers du jeu du comédien. Outre-Atlantique, outre-Manche, on est plus sur l'acting et plus sur le travail du corps, et peut-être que ce que vous me dites là c'est un mix peut-être finalement des deux. C'est que l'acting, je crois qu'il mêle vraiment bien le physique et le textuel. Et je crois que là, moi j'ai vraiment eu plus cette formation-là très physique. Et ce que je recherche en ce moment, je suis beaucoup là-dedans, c'est dans le textuel, pour pouvoir justement mêler les deux. Associer les deux. Ouais. Et j'ai aussi une formation autodidacte de chanteuse et de chef de chœur. Ça m'aide beaucoup aussi dans tous mes projets. Et donc ça, il y a aussi ces deux faces de moi. En France, c'est compliqué de dire je suis comédienne et chanteuse et chef de chœur. Alors trois faces. C'est comme si on ne pouvait pas faire trois choses en même temps sans les faire très bien. Enfin, on peut pas faire. Il y a forcément un truc qui pêche. Alors c'est marrant que vous parliez de ça parce qu'on en a beaucoup échangé aussi cette semaine et c'est revenu beaucoup sur le tapis de dire qu'on a du mal à accepter qu'un artiste soit pluridisciplinaire. C'est exactement ça. La pluridisciplinarité, c'est pas encore tout à fait ancré, mais ça commence. Ça commence à venir. Ça commence à, même par exemple, même dans les styles de théâtre, le théâtre musical. Ça y est, on commence à accepter qu'il y ait du théâtre musical. C'est quoi? C'est de la musique? C'est du théâtre? C'est du théâtre physique, par exemple. C'est de la danse? C'est du théâtre? Qu'est-ce que c'est? Alors qu'on va considérer qu'un athlète qui fait du javelot, qui fait du marteau, qui fait de la course, c'est finalement un athlète et c'est un sportif et il n'y a pas de cloison. Voilà, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, c'est pour ça que je me permets de le soulever. J'ai été ravi de vous accueillir, on va vous retrouver encore durant tout ce festival. Il y a des relâches. Oui. Le mardi, les relâches le mardi au Cinévox pour ce spectacle living Cartoon Duets, et toutes les deux qui êtes sur scène et qui faites revivre et qui donnaient naissance à ces personnages. 1911 pour le début du cartoon, 1947 c'est ça pour la fin. On vous souhaite un bon festival, merci d'avoir accepté notre invitation et à très vite. Merci beaucoup.